Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Parmi tous les travaux du psychiatre Carl Gustav Jung, on lui doit notamment celui sur les archétypes, sur ces 12 modèles de comportement établis à partir de l'analyse des symboles et des mythes présents dans différentes cultures. Par la suite, et dans les années 90, les Américains Robert Moore et Doug Gillette ont affiné ce sujet et identifié 4 archétypes liés au masculin. J'avais envie d'explorer ce sujet avec un spécialiste en la matière en la personne de Ludovic Merlin. Les archétypes sont des dynamiques internes, des mouvements d'énergie qui nous permettent de mieux nous comprendre en l'état et qui nous éclairent sur nos fonctionnements afin de pouvoir retrouver équilibre et harmonie dans notre vie. Dans cet épisode, Ludovic joue pleinement son rôle de magicien pour nous transmettre son savoir et aussi plus simplement qui il est, en particulier au travers de ses accompagnements pour les hommes. Bonne écoute. Bonjour Ludovic. Bonjour Loïc. Merci d'être là. Comment vas-tu? Avec quoi arrives-tu? Quel est ton check-in du moment? Mon check-in du moment, j'arrive avec, j'ai bientôt 50 ans dans quelques jours, Oh. enfin dans une dizaine de jours et je m'y attendais pas, mais ça fait un peu une petite période de bilan dans ma vie qui est pas obligatoirement très confortable, avec peut-être, j'allais dire des choses que j'envisageais de ma vie, et puis là, il y a un constat de réalité. 50 ans, c'est presque un moitié de vie déjà dépassée. Et puis aussi, de manière perso, des prises de conscience de certains de mes fonctionnements, un peu plus, voilà, les prendre un peu plus de face comme ça en ce moment. Et donc c'est pas un cap qui est très confortable pour moi, ce passage-là. Voilà, ça bouscule un peu. Hmm. J'entends. En tout cas, merci de nous livrer ça pour commencer. Et tiens, justement, dans les grandes lignes, comment pourrais-tu te présenter, en tout cas présenter cette première moitié de vie comme tu l'as dit toi-même? Waouh, ce premier moitié de vie, alors Alors peut-être pas la c'est jamais moitié. simple. Enfin, je trouve que c'est jamais simple de se présenter, parce que bon, si Hmm. on reste sur un plan purement social, on va présenter qui je suis, ce que je fais, mais mais pour moi, c'est pas quelque chose qui vient toucher au niveau de l'être. Mhm. Qui je suis, moi j'ai l'impression simplement d'être un homme en chemin, un homme simplement qui expérimente, qui teste, qui a envie d'évoluer, qui a envie de mettre sa vie au service de plus grand que lui. Et puis des fois qui sait pas comment faire, et qui se trompe, qui tombe, qui se relève, qui doute, qui espère, qui pleure, qui rit. Moi j'ai plutôt l'impression d'être un chercheur, un marcheur. Je sais pas comment on pourrait dire ça, quelqu'un qui est en chemin. Alors pas nomade géographiquement, mais j'allais dire une sorte de nomade intérieur. Intérieur, ouais. Et et même, voilà, si j'arrive à 50 ans, que je continue à accompagner des hommes et tout, mais il y a toujours une part de moi qui est en questionnement, en fait. J'ai pas l'impression d'être assis, d'être arrivé quelque part, et j'ai juste l'impression d'être en évolution permanente. Et alors ça peut être une bonne chose, et puis des fois, c'est quelque chose qui peut être aussi inconfortable, parce que j'ai l'impression que, en tant qu'être humain, il y a des
quand il y a les choses de stable et d'acquises, ça rassure. Et quand c'est toujours un peu en mouvement et comment dire, ben, quand c'est vivant, c'est en mouvement, donc il y a rien qui est vraiment acquis, quoi. Et j'ai un peu l'impression d'être dans ce mouvement-là, quoi. Un mouvement perpétuel du vivant qui fait que ça peut être merveilleux et en même temps, des fois, ça peut être rempli de doutes. Voilà. Merci, ça me parle. Ça me parle très bien. Cette ligne de vie, cette vague où parfois on est au creux, parfois on est en haut, mais comme tu as dit, c'est vivant. Euh, Merci. Et moi, j'ai eu envie de t'inviter pour parler notamment de, de ton œil d'expert, de ta spécialisation au niveau des accompagnements autour des archétypes. Et du coup, j'aurais envie de commencer simplement. Euh, Toi, quelle est ta définition d'archétype? C'est quoi un archétype? Euh, bon, un archétype, ça a été défini par Jung, hein, déjà, mais pour moi, c'est vraiment j'allais dire, c'est en lien avec l'inconscient collectif. C'est des choses qui sont au-dessus de nous, qui pourraient être des masses énergétiques ou des masses énergétiques qui ont leur propre vie, en fait, qui sont vivantes, mais qui sont au-delà d'une tonalité culturelle, de personnalité humaine. C'est comme si c'était des énergies qui sont sur un champ au-dessus de nous, qui sont beaucoup plus universelles et qui sont structurantes. Euh, Après, moi j'aime bien en parler un peu comme la médecine chinoise. Mhm. Si tu as fait un peu de médecine chinoise ou les gens qui en ont fait, il y a des mouvements dans la médecine chinoise. Il y a le mouvement du feu, le mouvement du bois, le mouvement de l'eau, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est défini, c'est quelque chose qui est vivant. C'est un mouvement à l'intérieur de soi. Et plus j'avance et plus je vois les dynamiques archétypales justement comme ces mouvements-là. Ça veut dire qu'il y a 4 archétypes, enfin dynamiques archétypales principales, et on pourrait définir ces dynamiques comme voilà. Déjà, le mot, j'aime bien dynamique. Je parle pas trop d'archétype, mais de dynamique archétypale parce que c'est quelque chose qui est en mouvement. Mais c'est un élan. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est une énergie qui est définie. On peut pas dire tel archétype c'est ça, ça et ça. Mais ça, ça bouge plutôt comme ça à l'intérieur de soi, ou ça correspond, on va dire, à telle tonalité, à tel goût, à telle énergie, mais c'est pas quelque chose de figé. Mhm. Donc voilà, pour moi, ces archétypes, je le vois comme des parts qui sont constituantes de notre structure, qui nous constituent, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, elles nous constituent comme les 4 éléments où on peut voir les 5 mouvements dans la médecine chinoise. C'est ça, c'est là en fait. Qu'on le veuille ou non, ça existe et ça vit à l'intérieur de nous. Euh, Après, les dynamiques archétypales masculines avec lesquelles je travaille, donc il y en a 4 qui se structurent. Moi, j'aime bien les voir comme souvent, c'est comme si l'information ou l'énergie, c'est un caillou qu'on envoie dans l'eau. Et quand on envoie un caillou dans l'eau, ça fait Les ondes. des rides comme Mhm. ça, des Mhm. ondes. Mhm. Et en fait, ces ondes, si on travaille sur la géométrie sacrée, on peut les diviser en 4 directions, comme la structure des cristaux de neige, ou tout ce qui est en lien avec la géométrie sacrée. Et c'est pour ça que pour moi, ces 4 dynamiques archétypales, je les rejoins aussi aux 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, qui sont les 4 éléments de la structure dans la matière, parce que ça fait exactement la même chose. Il y a une information de départ, et après, ça se divise comme ça dans ces 4 énergies constituantes. Et quels sont du coup, alors là, tu nous parles d'archétype masculin, hein, c'est ça? Oui, oui. Ouais, ouais. En Et fait, c'est d'archétypes du masculin, pas des archétypes du masculin, parce que le masculin, qu'on soit homme ou femme, on a du masculin. On pourrait dire une énergie yang ou l'énergie masculine. hmm, C'est voilà. Et là, ça parle vraiment de comment est structuré le masculin à l'intérieur de soi, finalement, hmm, qu'on soit homme ou qu'on soit femme,
parce que ces dynamiques archétypales, donc moi je les utilise en stage avec les hommes, mais avec ma compagne qui est thérapeute, on a aussi organisé des stages et des formations où on venait faire visiter aux personnes comment leur masculin s'était construit. On a travaillé très bien avec des femmes et alors Hmm. pas sur la même chose que je fais dans les stages d'hommes, mais ça parle vraiment beaucoup à tout le monde en fait. Hmm. Et du coup, quels sont ces 4 archétypes? Alors il y a le roi, le magicien, le guerrier et l'amant. Moi, comme je les place, il y a le roi et le magicien qui sont l'un en face de l'autre, un au sud, un au nord, parce qu'ils sont dans un axe particulier. Et il y a l'amant et le guerrier qui sont à l'est et à l'ouest, qui sont sur un autre axe et qui sont en lien en fait ensemble parce qu'ils sont sur. On pourrait dire l'amant et le guerrier, c'est les deux tonalités. L'amant c'est celui qui est yin yin et le guerrier c'est celui qui est yang yang. Donc vraiment un axe. Ils sont sur un axe de tonalité, ça veut dire qu'ils sont très marqués l'un et l'autre, et ils sont en plus à l'opposé l'un et l'autre, et ils agissent en dynamique ensemble. Et le roi et le magicien, ils sont plutôt sur un axe de conscience parce qu'ils sont beaucoup plus subtils. Donc le roi, il est yang yin, ça veut dire qu'il a une structure forte, il est très yang, mais il est yin parce il doit avoir du cœur. Et à Hmm. l'inverse, le magicien, il est très yin. Il est comme l'amant, il est capable de se dissoudre dans une expérience, mais il est yang car il garde sa structure dans l'expérience. Et le roi et le magicien, c'est des axes avec beaucoup plus de subtilité et beaucoup plus complexes à sentir et à incarner. Alors que le guerrier et l'amant, ça va parler très vite à beaucoup de personnes parce que c'est très marqué. Et peut-être de façon résumée, je sais pas comment, même si je connais un peu le sujet, comment tu peux chacun des archétypes, comment tu peux les présenter? Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que chacun des archétypes, ils sont vivants à l'intérieur de soi. Hmm. Ça veut dire on pourrait le dire, c'est comme une sorte de lemniscate, comme on avait un balancier comme ça, un pendule, et le pendule, il fait comme ça, il bouge dans un sens et dans l'autre, et l'intérêt justement de ces dynamiques archétypales, c'est d'aller les observer dans leur mouvement parce elles sont en vide ou en plein, elles sont ou d'un côté ou de l'autre. Par exemple, le roi, on pourrait dire quand je vais parler de la dynamique archétypale du roi, je parle de la dynamique, on pourrait dire pas idéalisée, mais comme si c'était la finalité. Mais que finalement, avant d'être réellement dans un roi équilibré, on va aller dans l'excès du roi, qui va être le tyran, par exemple, ou après on va aller dans le vide de cette énergie, qui va être le faible. Et ce qui est assez intéressant, c'est tout le travail de ces ombres, finalement, de travail sur son ombre, c'est d'aller voir quel est son ombre, à quel moment je suis en excès, à quel moment je suis en vide de Déficit, roi, ouais. de l'énergie du roi. Et ce qui est intéressant, c'est que l'une nourrit l'autre, parce qu'en fait, ça fait vraiment un lemniscate comme ça. Tu vois, par exemple, si je suis tyrannique avec tout le monde, 90% de ma vie, et ben, à un moment dans ma vie, vu que il y a une loi dans le vivant, c'est une loi d'équilibration. À un moment dans ma vie, quoi qu'il arrive, je vais me retrouver dans une situation où je vais devenir faible. Et moi, souvent, je donne l'exemple dans les stages d'hommes. Tu vois, quand j'ai fait mon service militaire il y a longtemps maintenant, parce qu'il n'existe plus, j'avais un cadre qui était un sergent, un engagé, qui était mais une pourriture au quotidien. Mais vraiment, était tyrannique, mais en plus Ouais. injuste, violent, enfin à l'extrême. Et il était tout le temps comme ça. Puis un jour, je suis allé faire des courses avec des potes dans un supermarché et je l'ai vu avec sa femme. Et là, il était derrière le chariot, il disait plus rien, c'était oui ma chérie, oui oui ma chérie. Et c'était dans le sens de, tu vois, il Hmm. était tyrannique avec beaucoup de monde, mais à un moment donné, c'est comme des vases communicants, c'est obligé de s'équilibrer. Et hop, à un autre moment, je vais être le faible qui ne prend pas sa place. Et ce qui est intéressant quand on travaille sur ces dynamiques, c'est pas obligatoirement de comprendre l'énergie idéale du roi, mais c'est plutôt d'aller pouvoir observer à quel moment je suis tyrannique, à quel moment je suis faible. Et d'être authentique et de pouvoir voir ces dynamiques en excès ou en vide dans sa vie fait que le processus, plus je vais être observateur, plus je vais m'éloigner du processus. Tu vois, si dans une situation, je me vois être tyrannique,
Avant, j'étais tyrannique, je le voyais pas. Là, du moment que je vais faire l'effort d'observer ces dynamiques, eh ben, ça veut dire que je m'en détache un peu plus. Et plus j'observe à quel moment je suis en vide ou en excès avec une dynamique, plus je vais pouvoir avoir l'opportunité comment dire, de réharmoniser tout ça, Mmh. même si c'est pas parce que je l'ai vu que je suis guéri. Non, c'est de conscientiser Donc, déjà. Mmh. c'est de Mmh. conscientiser. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que de chaque archétype, en fait, il y a un vide et un plein. Ça veut dire que, alors, il y a le roi, le guerrier, le magicien, l'amant, et ces quatre-là ont des excès en vide et en plein. Donc, on passe de 4 déjà à 8 dynamiques à observer à l'intérieur de soi. Et là, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Ça commence à être un peu plus complexe, quoi. Mmh. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces dynamiques, elles vont se mettre en œuvre, mais elles vont pas se jouer au même moment. Ça veut dire que, par exemple, je pourrais très bien être tyrannique dans mon travail et être faible dans mon couple, être tyrannique avec mes enfants, être faible quand je vais parler à mes parents, par exemple. Enfin, et c'est des choses qui sont vivantes en permanence à l'intérieur de soi, selon les moments, selon les situations et voilà, et selon la temporalité aussi, quoi. Mmh. Parce à tout moment, je sais pas comment dire, hein, à tout moment, on peut observer ces quatre archétypes en nous, plus ou moins, comme tu le dis. C'est vraiment, il n'y a pas d'ordre dans notre cheminement, ou voilà, c'est des énergies qui sont présentes et on peut s'identifier, ou en tout cas avoir cette grille de lecture, ou je sais pas comment on pourrait la nommer. Oui, après, plus on est observateur, enfin moi j'ai l'impression que plus je m'observe, plus justement je peux affiner des comportements Hmm. et prendre le pas. Tu vois, il y a un truc très, très simple, par exemple, je reviens sur l'histoire du tyran et du faible, il y a, il y a le côté, le faux cadre dans la vie, tu vois. Enfin, moi je me suis observé des fois, je me vois pas prendre ma place ou pas prendre ma place de père avec mes enfants, de pas assumer quelque chose. Et puis derrière, d'avoir l'élan inverse, tu vois, d'un coup, c'est de se dire, il y a un truc qui monte et puis je vais cadrer de manière un peu trop tyrannique parce que j'ai laissé faire avant et qu'en fait, je suis mal avec ça et que j'essaye de rééquilibrer. Moi, c'est un peu ce que j'appelle le faux cadre. Tu vois, c'est celui qui va cadrer, mais en étant déséquilibré parce qu'il a pas cadré, il a pas eu pris ses responsabilités juste avant. Et ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens peuvent retrouver dans la vie de tous les jours avec les enfants, dans le couple, de voir que, bah, il y a un moment donné où on pêche et on s'en rend pas compte, ou alors des fois on s'en rend compte et on veut rééquilibrer la machine, mais c'est totalement déséquilibré parce que c'est pas en rapport avec la situation. C'est en réaction, ouais. Mmh. Si j'ai cru comprendre qu'il y a un stade mature et un stade immature de de ces Oui. archétypes. Oui, parce que en fait, ce qui est intéressant à voir dans des énergies archétypales masculines, c'est que alors ça, on peut le voir avec le petit garçon. Je vais donner l'exemple avec le petit garçon, ce sera plus simple, même si c'est le masculin intérieur de soi. C'est qu'on commence par l'énergie du roi immature. Donc l'énergie du roi immature, c'est L'enfant roi. l'enfant divin. Ouais. Non, pas l'enfant Ah, roi, pardon. l'enfant divin. Oui, L'enfant ok. divin, et c'est là, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant divin, il a vraiment la particularité, c'est un paradoxe vivant. C'est un bébé qui arrive au monde, donc c'est l'enfant divin. Il a le paradoxe parce il a deux états en même temps. Il a la toute puissance parce que c'est du divin incarné dans la matière, donc il a quelque chose qui est transcendant. Et d'ailleurs, quand on voit, enfin, je sais pas, quand tu vois un bébé à côté de toi, tu vois, il y a un truc où ça t'ouvre le cœur, t'es en lien avec de l'amour, et en même temps, il est dans la totale vulnérabilité parce c'est Dieu incarné dans un corps de vermisseau, quoi. Donc il y a ce double paradoxe de toute puissance et de vulnérabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette double casquette qui est là en même temps, bah en fait, ça va donner, si tu regardes bien, après quand l'enfant va devenir adulte, ça va donner l'énergie du roi qui va être ou dans le tyran parce qu'il a un excès de toute puissance, ou dans le faible parce qu'il a un excès de vulnérabilité. Et à chaque fois, ça ouvre des portes comme ça. Et bien sûr que ces dynamiques archétypales, on les rencontre dans notre vie d'enfant. Tu vois, l'enfant divin, donc ça va être l'enfant au début de sa vie. C'est le nourrisson, Hmm. le jeune enfant. C'est une future énergie du roi.
Après, cet enfant, quand il va commencer à découvrir le monde, à pouvoir nommer des choses, découvrir la parole, il y a tout un monde qui s'ouvre, il y a une terre inconnue qui s'ouvre. Parce qu'il va découvrir que oui, il peut nommer des choses, il peut apprendre. Tiens, on va lui dire ça c'est blanc, tiens, ça c'est un éléphant et tout quoi, le monde, je peux le nommer. Et quand il va arriver dans cette énergie-là, il va découvrir l'énergie du magicien. Parce que le magicien, il est quand même lié au monde de la connaissance. Connaissance, le savoir et la connaissance, ces deux-là. Donc tout ce qui va être en lien avec la maîtrise technique, la connaissance, le savoir, c'est le monde du magicien. Donc le petit enfant, au début, il est totalement en lien avec on va dire la majesté qui descend, le côté divin. Après, il découvre la parole, il découvre qu'il peut justement partir à la découvrir du monde qui est inconnu. Et là, il y a l'énergie du magicien qui va arriver petit à petit. Et l'énergie du magicien, pareil, qui va être en excès ou en vide. Donc là, l'énergie du magicien, c'est l'enfant précoce, quand elle est immature. Et l'enfant précoce, il va avoir deux fonctions. Il va avoir ou le monsieur je sais tout. Alors le monsieur je sais tout, c'est plutôt l'enfant qui à 10 ans, il va tout connaître sur les dinosaures, et puis toi tu vas lui dire regarde, il y a un dinosaure, il va dire ben non, c'est un mordicus machin truc avec un cou comme ça qui vivait qu'en Afrique, et pour te montrer qu'il en sait beaucoup plus que toi. Alors que c'était pas vraiment le but du sujet d'être précis, mais et ça c'est une énergie d'un excès de magicien immature. Il va vouloir absolument tu vois montrer qui c'est, écraser la personne qui est référente par son savoir. Et de l'autre côté, il va y avoir le naïf, c'est celui qui va pas, qui va, c'est un enfant, bah, finalement qui est plus lent, qui comprend pas les choses, qui qui a du mal à retenir parce qu'en fait, il va être dans cet excès de, par rapport à ce magicien, il va être en vide, il va pas arriver à se sentir en lien avec cette énergie. Et comme ça, on a toutes les énergies, tu vois, immatures qui arrivent. Après, un petit peu après, il va y avoir bah, l'enfant oedipien, c'est quand l'enfant il va découvrir le lien plus au féminin, mais à son féminin idéalisé, comment il idéalise la mère divine. Et le souci, c'est que sa mère incarnée ne pourra jamais répondre à l'idéal qu'il a du féminin. Donc il va, comment dire, il va être ou on pourrait dire un peu un capricieux, et il va toujours demander plus à sa mère, ou alors il va devenir un rêveur. Enfin, c'est où il va en fait être dans son monde intériorisé parce qu'il idéalise les choses, mais la réalité ne va pas lui correspondre. Donc il va s'intérioriser. Ça va être des enfants qui peuvent être solitaires, qui peuvent être rêveurs, qui sont dans la cour d'école, qui sont de leur côté, qui s'amusent pas avec les autres. Ou alors ça va être des fils à maman. À l'inverse, ça va être des enfants qui vont beaucoup demander à leur mère et qui vont être en fusion avec le féminin. Et après, le dernier archétype, justement, c'est l'archétype du héros. C'est tout là où ça coince dans notre société, justement, parce que l'archétype du héros, juste avant l'âge adulte, c'est l'archétype qui vient se confronter au monde masculin. C'est, tu vois, l'ado qui va vouloir se confronter à des adultes, qui va venir les chercher, tu sais, qui va dire oh qu'est-ce que t'as et tout, oh voilà, tu vois, parce qu'il a besoin de vivre une initiation pour arriver dans l'énergie du guerrier. Et cette énergie-là, c'est pareil, l'énergie du héros, en fait, c'est où je vais vouloir conquérir. En fait, le déséquilibre, c'est que je vais vouloir conquérir tout et tout le monde et que je vais vouloir limite être un héros tout le temps, mais un héros, ça meurt sur le champ de bataille, tu vois. Il n'y a pas de vie derrière. Il y a quelque chose qui est stérile. Dans la confrontation tout le temps pour trouver sa place, il y a quelque chose qui est pas équilibré. Et c'est pour ça que dans toutes les sociétés avant, c'est à cet âge-là qu'il y avait les initiations masculines. C'était à la fin de l'adolescence, quand il y a cette énergie du héros qui pousse à la confrontation. Ça servait à deux choses. Ça servait déjà l'initiation pour pas que les enfants ils restent dans cette énergie, parce que c'est une énergie qui est dangereuse, justement, qui pousse à la confrontation. Tu vois, si les ados dans une tribu, ils veulent chercher les guerriers pour aller se battre avec eux, bah, il va y avoir des morts au bout d'un moment. Quoi. Donc c'était aussi pour les faire changer d'état et pour les intégrer dans le monde des adultes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'initiation, il y avait le héros, donc la fin
de l'énergie masculine immature, l'initiation, et après, l'enfant rentrait en lien avec l'énergie du guerrier. Et il recommençait comme ça sa vie d'homme, parce qu'il était en lien avec l'énergie du guerrier, mais il avait encore à re-rencontrer l'énergie de l'amant, l'énergie du magicien, l'énergie du roi. Et c'est comme si, tu vois, après l'initiation, tu deviens un homme, tu deviens un guerrier dans la tribu, donc tu es un jeune guerrier en devenir. Puis après, il va falloir peut-être que tu rencontres ton féminin ou le féminin avec qui tu fondes une famille. Il va falloir que tu rencontres plutôt l'amant à l'intérieur de toi. Pas l'amant que sexuel, mais l'amant pour être touché dans le cœur. Puis après, tu auras peut-être une spécialisation ou un domaine technique qui va te correspondre. Peut-être que tu seras un super joueur de flûte, peut-être que tu vas être quelqu'un qui va construire des maisons, peut-être que tu seras un super chasseur, mais tu auras une spécificité, donc ton talent de magicien sera reconnu pour ce qu'il est. Et à la fin, il y a l'énergie du roi. Si tu incarnes tout ça, peut-être que tu auras assez de majesté à l'intérieur de toi pour être un leader, par exemple. Mais le roi, c'est aussi être père. C'est aussi ça. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est comme si ça part d'une phase enfant divin, enfant précoce, enfant oedipien, héros. Il y a l'initiation et après ça repart Dans l'autre sens, guerrier, ouais. amant, magicien, roi. Et on voit bien que le roi, c'est pas quelqu'un qui a 20 ans, quoi. C'est les rois, c'est des gens qui ont vécu, qui ont traversé. Et ça, c'est intéressant de voir les archétypes avec toute cette ligne directrice parce que ça donne vraiment un sens de comment les traverser, comment les rencontrer. Très intéressant. Et justement, tu parlais de héros d'initiation. Du coup, c'est ce que tu proposes à travers ton accompagnement, le voyage du héros. Alors, Moi, ça me fait penser à Joseph Campbell. Oui, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce nom-là. Oui, en fait, moi après, je propose un cycle initiatique qui se passe sur un an. Donc, c'est 4 week-ends où dans chaque week-end, on va plutôt mettre l'accent sur une des tonalités. Donc, en lien avec les saisons aussi. Donc, le printemps, c'est le guerrier, l'été, c'est le roi, l'automne, c'est l'amant dans la descente, et l'hiver, c'est le magicien. Et dans chaque week-end, justement, donc je le co-anime avec Fabien Reynaud, qui est un thérapeute de Saint-Étienne, le week-end. Et en fait, ensemble, alors pendant 1 jour et demi, on fait rencontrer cette énergie aux personnes, donc que ça soit par des pratiques, des exercices, des mises en situation, des rêves éveillés. Ils viennent rencontrer cette énergie pour voir comment elle les bouscule, comment ça leur parle, comment ils la vivent. Et après, on a un process particulier qui fait que on fait une sorte moi j'appelle ça la roue des archétypes. On vient un petit peu consteller ces archétypes d'une certaine manière. Et pour justement, parce que ce que je te disais, tu vois, avec ces dynamiques archétypales, c'est que c'est tout le temps à l'intérieur de nous et en mouvement. Donc c'est quand même un sacré bazar. Ouais, Et oui. Et il y a celle qu'on voit pertinemment de nous, de se dire ah oui, là je me vois absolument dans le guerrier ou dans l'amant, dans l'ombre, dans telle ombre, mais on voit pas les 8 dynamiques. Ouais, comment on se perd pas dans... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces dynamiques, elles ont des interactions ensemble à l'intérieur de nous, dans notre psyché et dans nos comportements, dans notre énergie. Et là, c'est l'opportunité dans ces roues. Alors comment ça se passe? C'est que l'homme qui vient, il pose une intention de transformation du style, je sais pas, je veux dire un truc au hasard, je veux savoir me positionner, et j'en ai marre de plus prendre ma place avec ma femme, par exemple. Et ou alors je suis. En fait, on les aide à affiner l'intention parce que souvent ils arrivent avec une problématique qui est souffrante, mais c'est pour affiner ce qu'ils ont envie de changer. Donc on les aide avec une phrase clé pour que ça cible l'intention comme une flèche en fait. Et après, l'homme y rentre sur cette roue où il y a certains de ces archétypes qui sont incarnés par d'autres personnes. Et à partir de là, alors déjà, il est au centre, il est totalement acteur, ça veut dire qu'il peut parler, bouger avec ses archétypes. Les roues sont très très dynamiques parce qu'elles sont vivantes. Et les personnes qui incarnent les archétypes, eux, à ce moment-là, ils sont canal au service de la personne, comme une constellation. Et d'un coup, il va se jouer ces mécanismes intérieurs.
Donc aussi bien dans les 3 secondes qui arrivent, il y a le roi qui s'effondre, qui a pas d'énergie, il y a le guerrier qui a envie de partir de la roue, il y a l'amant qui prend la place du roi. Et là, pour le mental, ça bug complet. C'est magique parce que Mhm. c'est une sorte de théâtre instantané puis magique parce qu'il se passe des choses qui sont pas explicables. Et puis c'est assez chouette. Mais la personne, là, pendant tout le temps où cet espace s'ouvre, elle a l'opportunité de pouvoir alchimiser à l'intérieur d'elle, parce que en fait, il y a ce qui se passe à l'extérieur avec les archétypes qui vont bouger, interagir, voilà. Enfin, il y a plein de choses possibles. Et en même temps, ça va pousser la personne à aller voir à l'intérieur d'elle et à traverser souvent des émotions qui sont cristallisées, qui sont bloquées. Mhm. Et nous, on les accompagne justement pour plonger à l'intérieur d'elle, pour aller traverser ça. Et c'est pour ça que c'est une vraie initiation, parce que déjà, c'est oser traverser ces ombres les plus profondes. Et, euh, et souvent, bah alors c'est souvent, c'est très souvent ancien avec la lignée, avec les parents. Mais c'est vraiment, moi je le vois, l'opportunité qu'on amène, c'est un espace où on peut venir décristalliser une énergie qui est bloquée et qui nous parasite dans notre vie. Ça veut dire que souvent, les gens qui arrivent, des fois, ils ont conscience de leurs problèmes parce que ça fait 5 ans, 10 ans, des fois 20 ans qu'ils sont confrontés à ce truc qui leur pourrit la vie. Et là, vu qu'on vient les accompagner pour décristalliser cette énergie et pour passer à travers, en fait, ça libère plein de choses derrière. Et souvent, quand ils passent à travers les roues, leur vie, elle change vraiment très concrètement dans la matière derrière, quoi. Mhm. Alors, ceux qui font vraiment le cycle complet, il y a vraiment un avant et un après, parce que déjà, avec le cycle, ils font 4 fois ce processus pour eux-mêmes. Ça veut dire que ils vont venir avec une intention, ils vont plonger dans l'expérience, consteller leurs archétypes, mais ça veut dire que 3 mois après, ils en refont Ouais, une ça va autre. travailler Donc entre les souvent, deux. ça a travaillé entre les deux, et ils viennent affiner encore plus, et donc ils descendent encore plus profondément. Et puis, c'est que c'est surtout pendant le week-end, tu passes sur ta roue, mais tu passes aussi en tant qu'archétype pour la roue des autres. Oui, et puis il y a Donc, ça l'effet veut dire miroir, que j'imagine. dans le week-end, tu te fais une dizaine de roues. Et quand tu es archétype, des fois, ça brasse autant que quand tu es au Ouais, milieu. Donc, j'imagine. c'est la Mhm. machine à laver, quoi. Mhm. Mhm. C'est assez chouette. Et J'imagine. c'est une grande initiation parce qu'en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que les hommes qui ont traversé ensemble, il y a une sorte de fraternité, j'allais dire comme s'ils étaient partis au front ensemble. Ça veut dire que, en fait, vu qu'ils sont passés sur leur roue les uns avec les autres, ils se sont tous vus les uns avec les autres dans les endroits où ils sont le plus intimes et le plus bloqués dans leur vie. Donc après, ils peuvent pas se cacher quand ils se revoient, tu vois, ils vont pas se parler de la pluie et du beau temps, ils peuvent directement aller en profondeur, et limite, il y a quelque chose de fraternel qui s'est Mhm. ouvert. Il y a un lien. Ouais. Je sais qu'il y en Mhm. a d'autres qui se revoient après et c'est une évidence en fait. Et ça, c'est hyper chouette à voir. Moi, ça me touche toujours à chaque fois de voir à quel point, et ben déjà, ils osent, les hommes qui vont là, ils osent y aller parce que Oui, c'est c'est vraiment courageux. pas évident Mhm. d'être courageux à ce point-là et de plonger à travers soi. Et puis ils reviennent, quoi. Et souvent, il y a même ce que j'appelle les vétérans, c'est ceux qui ont fini leur cycle, qui reviennent en support pour participer à d'autres stages, pour participer aux roues des autres, quoi. Et ça, c'est hyper chouette à voir. Oui, j'ai l'impression. Oui, j'entends un cercle d'hommes puissance 10, même puissance beaucoup plus. Et toi, comment t'en es venu à accompagner les hommes? Euh, alors, comment j'en suis venu accompagner les hommes? Alors, il y a une partie déjà de ma vie où moi, j'enseigne les arts martiaux internes chinois et le tai chi depuis 20, 23 ans à peu près, 22 ans. Donc, il y a déjà, j'ai déjà une posture, si tu veux, d'enseignant et d'accompagnant, que ce soit des hommes ou des femmes. Et en parallèle de ça, depuis au moins 30 ans, parce que je pense que j'ai commencé assez jeune, hein, je suis dans le chemin personnel.
Hmm. Ça veut dire que à 20 ans, j'ai commencé à faire des stages de chamanisme, j'avais 20 ans, quoi. Et après, j'ai continué avec des stages en développement personnel avec différents enseignants, différents en médecine, à aller explorer plein de choses différentes. Alors, j'ai pas forcément de formation particulière parce que je suis parti dans plein de voies différentes. Tu vois, j'ai étudié le yoga du son, les couleurs, le qigong, plein de trucs différents. Hmm. Mais en même temps, j'étais en chemin perso depuis, j'ai l'impression depuis toujours en fait, d'être animé par un ailleurs ou par un autre je sais pas quoi, qui m'a tiré à aller explorer. Et, euh, et donc, en parallèle de ce côté corporel et martial, il y a toujours eu cette voie j'allais dire, de la quête spirituelle ou de développement intérieur, parce que dans les arts martiaux aussi, on parle de satori, on parle d'éveil, il y a déjà la méditation, il y avait tout cet aspect-là. Et donc, de fil en aiguille, j'ai été avec des hommes médecine et des formateurs et j'ai été initié il y a 14 ans à ces dynamiques archétypales. J'étais avec deux thérapeutes hommes médecine qui avaient mis ce process un peu en place. Et donc, je suis allé explorer pendant 3 ans, comme ça, ces dynamiques archétypales pour plonger dans l'expérience. Et il y a quelque chose, il y a 14 ans, qui me disait, mais en fait, ça m'a tellement parlé qu'il y a une part de moi qui m'a dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire plus tard, quoi. Moi, je veux faire ça, quoi. Je sais pas comment, mais en tout cas, les dynamiques archétypales m'avaient vachement marqué et j'ai continué à cheminer avec dans ma vie, tout en continuant à aller en formation, à faire d'autres stages et tout. Mais il y avait toujours ces archétypes qui étaient pas loin de moi et vu qu'ils m'ont beaucoup parlé, et ben, j'ai continué à les nourrir. J'ai Hmm. continué à aller chercher de l'info, à aller lire des choses, à aller voir des bouquins sur des gens qui avaient qui avaient travaillé que sur la tonalité de l'amant, que sur la tonalité du guerrier, sans obligatoirement connaître les archétypes, mais je suis allé nourrir tout ça et j'ai continué à aller observer ses ombres, tu vois, aller observer les vides et les pleins, voir comment ça fonctionnait, aller chercher, à aller, par exemple, observer toutes les personnes qui avaient parlé d'archétypes masculins. Je m'étais fait une roue des archétypes comme je l'imaginais, et puis je suis allé prendre les archétypes de Jung, les archétypes d'un tel, les archétypes d'un tel, pour voir s'il y avait des similitudes, tu vois, pour voir comment je pouvais aller à l'essentiel. Et donc j'ai continué tout ce travail. Et puis, euh, Et puis maintenant, je sais plus il y a 7 ans, un truc comme ça, je me suis senti prêt. Donc, je me suis fait une enceinte de travail, enfin, parce que les archétypes, je les fais descendre dans une enceinte particulière que j'ai créée. Et j'ai demandé à des hommes s'ils intéressaient et j'ai fait une journée un petit peu comme ça, avec une dizaine d'hommes pour amorcer ce travail-là. Et puis, donc, il y a eu on va dire un premier jet comme ça. Et là, après, j'ai vu la limite que je ne pouvais pas l'amener tout seul Hmm. parce qu'il fallait que je puisse gérer ce qui se passait sur la roue et puis gérer les autres tours. Et finalement, Fabien qui m'accompagne, Fabien Reynaud, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est retrouvés il y a quelques années, justement, mais on avait été formés ensemble par les mêmes personnes sur ces dynamiques archétypales. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme on anime à deux, on sait vraiment tous les deux de quoi on parle parce qu'on a été initiés en même temps. Euh, et puis, on a des tonalités à l'opposé, donc on est vraiment complémentaires. C'est assez chouette quand on nous voit tous les deux parce on n'a pas le même angle d'approche, on n'a pas la même vision et moi, je vais plutôt être guerrier dans la tonalité, lui va plutôt être amant. Deux points de vue à premier abord, parce que moi, avec les arts martiaux, c'est plutôt ma tonalité qui est vraiment là en principale, même si le roi est très développé, le magicien est très développé, l'amant est très développé aussi, mais c'est vrai que comme on est tous différents, on a tous quelque chose ou une tonalité qui va plus nous parler parce qu'elle est au départ. Quelqu'un, je sais pas, qui va être beaucoup plus touché par la musique, par les sons, tout ça, bah, c'est pas l'énergie du guerrier qui va venir en premier, c'est plutôt l'énergie de l'amant parce qu'il va être beaucoup plus en ouverture et touché et beaucoup plus sensible. C'est pas pour ça qu'il aura pas les trois autres aussi développés, quoi. Voilà. Donc c'est venu de là et puis après, bah, on a mis ça en place avec
avec Fabien. Et, euh, et ce qui était intéressant avec Fabien, c'est on a créé les week-ends, on a créé tous les processus qui vont avec chaque archétype, parce que tous les week-ends sont complètement différents. Il y a vraiment des processus phares en Hmm. plus des roues. Il y a vraiment des choses phares. Tu vois, dans le week-end, c'est un week-end du guerrier, par exemple. Il y a une initiation le samedi soir assez particulière qui est en lien avec cette énergie. Avec le roi, il y a un rituel particulier qu'en lien avec l'énergie du roi. Donc il y a vraiment des tonalités dans chaque week-end qui sont différentes. Et ce qui était intéressant avec Fabien, quand on a retravaillé ensemble, c'est que pendant 1 an, on a fait nos week-ends à vide. Ça veut dire qu'on les préparait, on se réunissait, on préparait les rêves éveillés, les machins, et pendant 1 an, à chaque week-end de stage, il y a eu personne. Et on remettait l'énergie l'année d'après, mais on a fait un cycle comme ça tous les deux où il y avait personne, mais on a gardé le cap. Hmm. Et puis finalement, la deuxième année, bah, ça s'est ouvert, et il y a eu du monde et c'était assez génial. Mais c'était intéressant de voir que on mettait l'énergie, on se réunissait et puis il y avait personne, puis on recommençait pour un autre archétype. Et c'est comme si en fait on avait préparé chaque archétype pour que ça mature en fait, Hmm. comme si on plantait la graine et il a fallu que ça Il fallait mature une 1 an saison pour que. Ouais. avant, ouais exactement, avant que ça matche quoi. Hmm. Et toi qui accompagnes les hommes, qu'est-ce que tu constates? C'est quoi les peurs des hommes, les freins, les blocages pour aller vers ce genre d'accompagnement ou tout simplement vers des cercles? Alors c'est différent parce que là, les week-ends des archétypes, c'est différent des cercles. C'est pas les mêmes, même si ça peut être les mêmes hommes qui y vont. Moi, j'ai l'impression que ceux qui viennent au week-end, il y en a quand même beaucoup parce que c'est quand même des week-ends pour moi de guérison. Hmm. En fait, on peut le faire pour soi en développement personnel, pour aller rencontrer ces dynamiques, comme il y en a certains qui le font aussi. Mais je vois quand même que c'est beaucoup d'hommes qui se sentent bloqués dans leur vie par une problématique ou par une autre, qui n'est, enfin, ouais, qui peuvent être totalement différentes, mais c'est comme s'ils ils se sentaient coincés et cristallisés quelque part et qu'ils en peuvent plus et de se dire, OK, et quand ils viennent dans le week-end, c'est vraiment pour venir alchimiser une part de leur énergie qui est bloquée pour que ça réouvre des possibles derrière. Et j'allais dire que c'est beaucoup plus ça qui est là, même s'il y en a qui viennent simplement parce qu'ils sont en chemin, heureusement, hein, ils sont en chemin, ils viennent explorer, et, et ça vient aussi décristalliser, mais il y a moins de souffrance, il y a plus du côté, comme moi par exemple, où je suis allé explorer, je suis allé au MKP, ou parce que il y avait pas de souci particulier, mais parce que tiens, il y a un truc qui se passe pour les hommes, j'y vais et je vais explorer avec eux, quoi. Hmm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des hommes qui viennent comme ça, alors que dans les cercles, c'est plutôt, pour moi, le début du chemin. Ça veut dire que souvent, ceux qui viennent au cercle, ils viennent pour pratiquer un peu leur authenticité, pratiquer la parole, découvrir ce que c'est que du travail entre hommes. Mais il y a beaucoup plus de gens qui viennent dans les cercles qui n'ont jamais rien fait, alors que ceux qui viennent au week-end, pour moi, il y a déjà un bout de chemin qui est Hmm. fait. Ça veut dire qu'ils Ouais. viennent pas au week-end comme ils iraient découvrir un cercle d'hommes. Ou alors c'est qu'il y a vraiment une grosse, grosse souffrance et qu'ils se disent là, non, là, il faut que j'y aille. Mais souvent, vu qu'il y a une souffrance, ils ont fait d'autres choses avant. C'est pas le premier travail qu'ils font, quoi. Et toi qui du coup viens des arts martiaux, du tai chi, du qigong, si je me trompe pas, euh, quelle est la place du mouvement, du corps en mouvement dans tes accompagnements et même dans ta vie, j'aurais envie de dire, parce que j'imagine que ça commence par là. Ah ça ancre toute ma personnalité, qui je suis. Donc moi, oui, je fais des arts martiaux, mais j'ai aussi fait des pratiques de souffle taoïste, de passe magique. Je suis formé en Teima. C'est c'est vraiment par là que je rentre, moi. Hmm. Et c'est comme si ça m'avait demandé de structurer le corps et la présence pour développer d'autres choses après. Et souvent, comme on travaille, parce que je travaille aussi conjointement avec ma compagne, Karine, qui est thérapeute, et donc on anime aussi des formations ensemble, des week-ends de constellation, pas des week-ends comme ça, mais des week-ends constellation de l'être. Donc c'est une constellation qu'elle a créée avec le référentiel de naissance,
où on a aussi tout un cursus qui s'appelle les explorateurs de lumière, où on accompagne des personnes à devenir thérapeutes sur les protocoles qu'utilise Karine. Et moi, dans tout cet accompagnement, je suis là avec ma vision, mais je suis là aussi avec mes pratiques de corps, de, de passe magique, de Qigong, pour préparer les personnes ou leur donner des outils pour booster leur énergie, se recentrer. Et c'est comme si on était ensemble les deux axes. Ça veut dire que Karine, elle est beaucoup plus dans la reliance et le subtil, et moi, je suis beaucoup plus dans l'ancrage dans le corps et dans un côté pragmatique ou carré. Donc souvent, tu vois, là, on avait fini une session où on accompagnait des gens à s'installer en tant que thérapeute. Donc Karine, c'était le subtil, l'invisible, et moi, c'était plutôt des choses à recadrer, du style, oh putain, là, il y a un truc qui va pas. Ok, là, il faut qu'on recale les choses, et d'avoir cette vision-là et d'être le gardien de plus de la matière, et elle est plus le gardien du subtil. Donc oui, toutes ces pratiques de corps, c'est vraiment ma base. C'est vraiment ma base, et c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui sert à. Enfin, c'est de là que je pars pour aller vers le subtil. Hmm. Et si je me trompe pas, ces accompagnements avec Karine, ça s'appelle Retrouver le sens du sacré, c'est ça? Alors ça, Ou il y en a c'était. plusieurs? Non, Non, il y en a plusieurs. En fait, D'accord. on a un cursus qui s'appelle les explorateurs de lumière, qui est sur 18 mois, avec des semaines entrecoupées de semaines en présentiel. Voilà, où on accompagne sur des pratiques thérapeutiques et d'accompagner pour des soins énergétiques. Et non, on a retrouvé le sens du sacré. C'est toujours la même alliance qu'on a tous les deux avec Karine, mais retrouver le sens du sacré, c'est une semaine qu'on a envie d'amener en lien déjà avec le qu'est-ce que c'est pour nous le sacré, ramener du sacré et du sens dans le quotidien, parce qu'on se rend compte que les gens, ils ont perdu beaucoup le sens de c'est quoi la vie, c'est quoi l'être incarné, pourquoi on est là, et qu'en plus on a une société qui est de plus en plus incohérente autour et qui disperse les gens. Donc c'est ramener de la cohérence. C'est Et ce que ça aurait été ma question suivante. Ouais. Comment on peut ramener à ce mot sacré de l'accessibilité, j'aurais envie de dire, sans que ce soit tout de suite quelque chose. justement, nous, on passe par plusieurs choses. On passe par le lien avec les éléments. Donc les éléments primordiaux de l'incarnation dans la matière, la terre, l'eau, l'air, le feu. Et en fait, on a envie d'accompagner les gens pour leur faire prendre conscience que le sacré, déjà, c'est simple. C'est pas des formules magiques avec des pierres comme ça et tel habit et tout. Non, c'est quelque chose de très très simple au quotidien et d'accessible. Et justement, nous dans cette semaine où on va faire un peu des rituels avec le feu, avec la terre, avec des pratiques comme ça, avec le feu, la terre, dans de la joie et de la simplicité, pour se rendre compte que ramener du sacré, c'est aussi simple que quand j'allume une bougie pour faire une pratique, à quoi je me relie quand j'allume cette bougie et quel feu j'appelle à l'intérieur de moi. C'est aussi simple que ça, et c'est pas des trucs compliqués. C'est quand quand je suis en lien ou avec l'eau, comment je peux me connecter avec ces éléments et qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre en retour. Parce que pour moi, ces énergies, ces éléments, l'eau, la terre, le feu, c'est comme les archétypes, ils ont une sorte de conscience propre ou de vie propre, et ils sont là pour nous enseigner. Et puis c'est surtout ramener de la présence, parce que le sacré, c'est surtout un état de présence au quotidien. Dans quel état de présence je suis quand je pose un acte, et comment, parce que ça c'est vraiment la particularité de Karine, c'est comment je tisse avec le vivant à l'instant. C'est-à-dire que Karine, elle est tellement en lien avec l'instant présent. En fait, elle est toujours en train de co-créer avec l'instant présent, qui fait qu'elle peut préparer un week-end sans avoir rien préparé. Enfin, animer un week-end, et en fait, elle va faire un cercle avant en commençant le week-end, comme si chaque personne met quelque chose dans le chaudron. Et en fait, c'est avec toute l'alchimie qui est là, il y a quelque chose qui va se définir après, mais qui est pas prévu, qui est pas carré, quoi. Et la particularité de Karine, mon épouse, c'est vraiment justement qu'elle tisse en permanence avec le vivant tout le temps, dans ses soins, dans ses accompagnements, et c'est une danse permanente avec le flux de la vie, quoi. Et le sacré aussi, c'est ramener les gens dans des lois du vivant. Parce que comment dire,
le vivant, la Les vie, elle a des cycles. lois d'incarnation. Oui, des cycles, mais elle a aussi des lois de. Et là, on se rend compte de plus en plus que pourquoi on a un monde autour de nous qui va mal, c'est qu'en fait, on vit d'une certaine manière dans notre société, hein, complètement en disharmonie avec les lois du vivant. Hmm. Donc, à un moment donné, ben, ça crée de la disharmonie et puis ça crée comment dire, du flou. C'est-à-dire que les gens, ils ont plus de repères parce qu'en fait, il y a on vit au quotidien dans des choses qui sont pas logiques avec le vivant. Et c'est aussi dans toute cette opportunité de pouvoir revenir beaucoup plus en lien, en harmonie avec les lois de la vie pour j'allais dire, être aligné, quoi. Et nous, on fait le parallèle aussi avec les éléments, avec eh ben, les actes, les désirs, les émotions, les pensées, les paroles, et que finalement, le sacré, c'est aussi être en cohérence dans ses actes, dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses états. Et c'est aussi prendre conscience de tout ça, quoi. Tu vois, je peux pas faire un rituel soi-disant sacré si au moment où j'allume la bougie, je pense à ma liste de courses. C'est une évidence. Ou alors Hmm. quelqu'un qui va faire un soin énergétique à l'autre et puis à ce moment-là qui est plein de colère parce qu'il s'est engueulé avec sa femme 2 heures avant et qui va dire non mais t'inquiète, viens avec moi, je te fais un soin. Non, c'est pas cohérent. Et qu'en fait c'est finalement le sacré pour moi, comme pour Karine, c'est que c'est prendre soin des pensées que j'ai, des émotions que je vis, des actes que je pose, des désirs que j'ai, et c'est aller petit à petit vers quelque chose qui est en harmonie avec tout ça, quoi. Et donc, ça veut dire prendre conscience de mes actes, prendre conscience de mes émotions, de comment j'entretiens des émotions négatives ou pas, prendre conscience de mes pensées. En fait, c'est petit à petit, c'est un travail d'évolution de conscience pour être présent de plus en plus à sa vie, quoi. Hmm. Oui, et j'entends du coup aligner le corps, le cœur et l'esprit. Et, Mm. et, et comment toi, tu amènes à cette conscience? Parce que effectivement, je partage énormément ce que tu dis, ce que tu nous partages. Toi, de ce côté-là, d'amener à de la conscience et à de la responsabilisation, comment, comment tu accompagnes à ça? Ou comment Vaste toi, tu... question. Oh. Je pense que déjà, je l'accompagne parce que moi-même, je suis en chemin et que je me Hmm, cache pas. hmm, Enfin, je le vis et je suis pas un être réalisé, hein. Je suis vraiment un être en chemin. Donc déjà, eh ben, ce que je vais témoigner dans mes accompagnements, c'est aussi avec cette authenticité, avec ce cœur. hmm, Tu vois, dans les week-ends d'hommes, le premier truc que je dis, c'est je leur dis, OK, je suis à cette place-là aujourd'hui, mais il faut que vous pensiez bien que quand je rentre chez moi, que je change de casquette, que moi-même je suis en travail et que moi-même je traverse des choses et que je suis aussi à la même place que vous à d'autres moments et que c'est juste que, OK, là, c'est moi qui encadre dans cet espace-temps, mais enfin, je veux pas qu'on me mette sur un piédestal, quoi. hmm, Moi-même, je suis en chemin et je suis bancal à d'autres endroits et c'est OK, quoi. C'est déjà de pouvoir se reconnaître aussi en chemin et avec l'humilité qui est là, quoi. De se dire, il y a jamais personne qui est au-dessus de quelqu'un et qui est mieux que quelqu'un. C'est déjà, pour moi, c'est aussi, ça commence par là déjà, par les mots que je pose en humilité, de dire, je peux accompagner, je peux vous accompagner sur ce chemin-là qu'en étant sincère, quoi. hmm, Et puis j'ai l'impression après, enfin il y a pas vraiment une méthode ou quelque chose de défini, c'est petit à petit, de ce qui est là. Moi je pense que je suis plutôt j'allais dire d'une lignée qui travaille avec le cœur, donc je vais plutôt être dans, le partage de ce que je ressens par rapport à la personne, où ça vient résonner chez moi. Tu vois? C'est quand la personne, hmm, elle va témoigner, c'est de se dire: «Ben voilà, moi ça résonne comme ça chez moi, est-ce que ça te parle?» Tu vois? Parce que je vais utiliser mes filtres, mais je suis pas dans une analyse ou une méthode ou beaucoup plus dans l'authenticité, l'écoute et et de voir ce qui résonne, en fait. Et je fais confiance beaucoup à mon instinct et à mon hmm. intuition. Parce que je pense que c'est là où les clés, parce que
souvent je veux dire, les mondes subtils, ils nous, ils communiquent avec nous par symbole ou par synchronicité aussi, et que c'est pas obligatoirement avec le mental que ça fonctionne. Hmm. Hmm. Ça résonne. Et, par curiosité, ça veut dire ton site ou tes accompagnements, ça veut dire Ingayati. Bah, ça s'appelle, pardon, Ingayati. Ça veut dire quoi? J'aime bien parce qu'on me pose souvent la question. Oui, j'imagine. C'est intéressant parce que au tout début, quand j'ai créé, enfin voilà, je me suis posé en tant qu'accompagnant. Je faisais beaucoup de cours de tai chi, de cours de qigong, d'arts martiaux, méditation, et je voyais souvent des sites avec des noms chinois, des noms comme ça. Et en fait, moi, ça me parlait pas parce que je voulais pas être limité là-dedans, quoi. Et puis je me suis laissé inspirer, et il y a un mot qui est venu. Comme ça. Ingayati, c'est venu Ok. en inspiration, tu vois. Je me suis dit, ah bah ouais, ça me parle, c'est pas mal et tout. Bah pourquoi pas? Mhm. Et puis pareil, j'avais un ami webmaster qui me disait, bah c'est bien de mettre un mot-clé assez simple, où qu'il n'y ait pas de point, pas de ponctuation pour le référencement, machin. Je fais, bah là, moi j'ai trouvé ça, est-ce que ça te parle? Il me fait, oh, c'est pas mal et tout. Puis Ingayati, et puis après, tu sais, je sais pas, 3 semaines, un mois, 2 mois après, je me suis dit quand même, faut que j'aille chercher parce que je me disais, il y a bien, ça doit bien dire quelque chose dans une langue, c'est pas possible. Et en fait, mais ça, je l'ai vraiment vu après coup, hein, c'est pas calculé. En fait, en sanskrit, ça veut dire Ingayati, c'est un truc du style se mettre en mouvement ou être en mouvement. Mhm. Et j'ai trouvé ça m'a Waouh. scotché quand j'ai vu ça Mhm. parce que quand je donnais des cours, j'avais déjà une association qui s'appelait l'Homme en marche. C'était mon association où je donnais des cours en tai chi. Et il y a eu toujours dans ma vie cette notion de mouvement qui me caractérise parce que je pense que j'ai une personnalité qui est aussi très aérienne et qui est dans le mouvement. Enfin, moi, j'ai besoin que mon corps il se mette en mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrive pas trop à faire du yoga et que je suis plutôt dans le tai chi parce que pour moi, le yoga, il y a quelque chose où il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez de déplacement et de mouvement. Mhm. Même si il y a des mouvements des fois, mais c'est quand même beaucoup plus postural. Et à un moment donné, j'ai le corps qui a besoin de bouger, quoi. Donc je porte en moi, dans mes cellules, cette énergie d'être en mouvement. Et justement, il y a ce nom qui est arrivé, tu vois, je sais pas, c'est une sorte de canalisation où j'ai été inspiré, mais qui veut vraiment dire se mettre en mouvement, quoi. Donc, bon, bah, je me suis dit que c'est raccord et que peut-être que c'était en lien avec une autre réalité, une autre incarnation, et que c'est peut-être des vieilles mémoires, et c'est OK. Ah, merci. Merci pour la petite histoire, j'aime bien, j'aime beaucoup. On arrive bientôt à la fin de cette interview, de cet entretien. Si juste on revient aux archétypes, quels conseils peut-être éventuellement ou que tu pourrais donner pour que ça puisse pour qu'une personne puisse ne serait-ce qu'à même commencer par s'en emparer et, euh, et comment ça peut nous accompagner au quotidien ou sans rentrer dans l'analyse permanente de dans quel archétype je suis là. Bah, déjà, tu es les quatre. Après, Oui. je pense que selon les situations, il y en a un qui va prendre l'ascendant. Tu vois, tu vas faire un footing et tu as envie de te dépasser. Bah, tu sais que ça va te connecter à l'énergie du guerrier parce que tu vas te transcender, tu vas dépasser tes limites et puis tu vas passer dans le corps, dans le ressenti du corps, dans le dépassement. Par contre, si, je sais pas, tu es un chirurgien spécialisé, que tu fais des études et que tu étudies un domaine pour être performant, bah, tu vas être beaucoup plus en lien avec l'énergie du magicien. Et c'est pas pour ça qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. C'est juste, en fait, pour moi, se connecter à ces dynamiques, c'est nous connecter à un réservoir d'énergie qui a une tonalité particulière et qui peut comment dire, nous baigner d'une énergie pour, euh, pour avancer. Mais en fait, on le fait déjà naturellement tout le temps. Tout le temps. Tu vois, là, toi, tu veux monter un podcast, tu te renseignes sur les logiciels, tu regardes du matériel, bah, c'est une énergie du magicien parce que Hmm. tu plonges dans une certaine technicité, dans une certaine, j'allais dire, dans un certain univers.
Donc, en fait, on le fait tous tout le temps, mais on s'en rend pas compte. Alors, un petit conseil, comment faire? Ben déjà, ça serait peut-être de s'observer et de voir quelle est la tonalité qui me parle et qui me parle pas. Parce que moi, il y a des gens avec qui j'ai échangé, puis qui me disaient, ben non, ça, cette énergie, c'est pas moi, moi je l'ai pas, je la connais pas. Et c'est souvent là où c'est intéressant. Par exemple, quelqu'un qui est sportif, euh, bon, l'énergie du guerrier, on sait qu'il l'a, quoi. Je veux Hmm. dire, et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir à quel endroit il a des énergies qui lui parlent pas du tout, parce que ça veut dire que c'est là où il y a à travailler. Et tu vois, quand une énergie, tu me dis, ah ben moi, le magicien, t'as beau m'en parler, je sais pas ce que c'est dans ma vie, là, ça commence à être intéressant. C'est quand c'est flou. Où c'est que j'ai entendu ça il y a pas très longtemps? Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, donc il faut aller voir derrière. Et puis après, ça peut être aussi d'aller se renseigner. Qu'est-ce que c'est que ces énergies-là? Parce que c'est vrai que de but en blanc, là, c'est vrai que j'ai pas trop défini ce que c'était, ces énergies. Ça peut être Donc, pousser les gens à aller justement ouais, vers mais oui, moi, j'ai quelques articles sur mon blog, sur mon site. J'ai fait des articles sur les énergies immatures de l'enfant, et j'en ai fait 2 sur les énergies matures, et puis sur les archétypes secondaires aussi un petit peu. Après, il y a quelques livres qui c'est ce que existent, mais j'allais te demander. la Ouais. référence, elle est en anglais, elle est toujours pas traduite. Elle est C'est toujours pas traduite, celle de non, elle est Robert toujours pas Moores traduite. et. Et Mm, Gillette, mm, Moore et mm. Gillette. Alors, si vous lisez l'anglais, ça peut être intéressant d'aller voir ces dynamiques parce que c'est vraiment la base. Après, de nos jours, il y a eu quelques livres qui parlent du masculin, qui ont accès un peu aux archétypes, mais c'est vraiment succinct pour moi. C'est pas assez pointu, Mm. ça a pas allé Oui, c'est pas allé assez loin dans les déséquilibres et dans surtout les ombres et ce que ça vient travailler dans nos vies, mais au moins ça a le mérite d'en parler. Donc ça peut être déjà des bases pour comprendre. Et sinon après, il faut venir avec moi. oui, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr. Oui, oui, je Non, pense à. je vais aussi relancer l'année prochaine, je pense à la rentrée, des ateliers mensuels où justement ça va être des petites soirées accessibles et vraiment pas chères pour venir explorer un peu ces dynamiques-là. Et je pense qu'on fera un peu par soirée, on fera une dynamique avec ses ombres, ses vides et ses pleins, pour que justement les personnes qui sont intéressées puissent aller venir visiter, et puis que ça soit pas une grosse formation, un gros cursus, mais que les gens ils se disent bah tiens, j'ai jamais entendu parler du magicien, qu'est-ce que c'est, et que sur une soirée ils auront un petit peu les tenants, les aboutissants du magicien, les déséquilibres et tout. Et après, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens ils puissent aussi venir témoigner et voir comment ils vivent ça pour que ça soit interactif. Mais je vais remettre ça à partir de septembre pour que justement, voilà, on puisse venir décoder un peu le masculin de manière pas trop lourde au point de vue de l'implication, que ça soit des soirées, et que les gens ils veulent faire toute l'année ou ils veulent faire une soirée, ça soit possible pour venir justement décortiquer chaque dynamique, quoi. Chouette. Voilà. Mm. Ouais, tu parlais de bouquins. Bon, ça me faisait penser à Des hommes en chemin de Didier de Buisseret qui l'aborde rapidement. Et Alors, oui, donc, oui, dis-moi. Didier de Buisseret, pour la petite info quand même, parce que je l'ai interviewé sur ma chaîne il y a quelques temps, et en fait, avant de faire son livre, il était allé voir les articles sur mon blog pour Ah, faire son livre. excellent. Et ben voilà, Mais la ça, boucle est personne ne le bouclée. sait, mais donc venez sur mon blog. Voilà. Et ben alors, voilà. Allez voir le site ingayati.fr. Je mettrai les liens de toute façon Ah, dans le merci. descriptif du podcast. Donc voilà, il y a ton site où on retrouve tous tes accompagnements. Et bien justement, de toute façon, j'en aurais parlé. Donc tu as une chaîne YouTube aussi où, un peu à l'instar de ce podcast, où tu interviews Oui. aussi des hommes et des hommes sur leur chemin. et, Mm. et voilà, bah écoute, est-ce que tu veux terminer avec une pensée, ou quelque chose avec laquelle tu repars? Hum, j'ai juste envie de vous dire, ayez beaucoup d'amour pour vous et prenez soin de vous, soyez tendre et avec vous et là où vous en êtes. Et
et qu'il n'y a rien à réussir. En fait, il n'y a rien à tenir, il y a juste à être soi, même si je vois pour moi que j'ai pas encore tout à fait réussi à m'aimer pleinement. Et je crois bien que la solution, enfin la clé, elle est vraiment là, c'est juste d'aimer qui on est avec ses déséquilibres, ses tonalités particulières, et que il y a rien d'autre à être qu'être soi pleinement. Merci Ludovic, merci pour ces mots, merci pour nous avoir apporté toutes ces précisions sur les archétypes. C'est très nourrissant. Et écoute, dynamique, mouvement, chemin, ouais, ça me parle. Merci à toi. Je te souhaite une belle fin de journée. Et puis à bientôt. Ouais. Merci Loïc. Merci de m'avoir invité, d'avoir cet espace de parole. Et puis merci aussi à ta contribution et à ta série de podcasts qui aident les hommes qui t'écoutent. Les hommes et les femmes sûrement qui t'écoutent. Je crois, oui. Et au plaisir de se Merci rencontrer beaucoup. bientôt. J'espère. Avec grand plaisir. Ciao Ludovic. Au revoir Loïc. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.